Heidegger, c'est un hyperbolique de la question de l'être. Derrida, c'était toujours un hyperbolique. Vous n'avez qu'à voir dans ses travaux, c'est toujours il faudrait élargir la notion pour qu'elle devienne illimitée, et par conséquent pas passer au-delà de la limite, bon, et de pas en pas, d'une certaine façon, il fait disparaître complètement. D'ailleurs, nos contemporains les plus importants, Lyotard, Derrida, Foucault, ont fait disparaître le rapport philosophie et autre chose. Terminé, ça. Bon. Ils ont eu grande sagesse, là. Grande sagesse. Mais on tâchera de voir pourquoi. Bon. Alors ça, j'avais fait il y a quelques années un séminaire, vous vous rappelez peut-être, sur la notion de tempérament philosophant. Bon, il y a des tempéraments. Le mien est dans le fond, d'être sensible à l'inconsistance, dans le fond, de la notion de substance, que si on n'est pas en train de la repenser, c'est peut-être mon expérience de professeur qui m'a amené à ça. On ne peut pas faire un cours sur Aristote, même si on le fait depuis 20 ans, si on n'a pas relu le matin même le texte. Sinon, on fait du par cœur. Et on ne comprend plus rien. On ne comprend rien. Bon. Donc, j'ai fini par penser que c'était très volatile. Bon. Et que si vous ne refaites pas le chemin des méditations de Descartes, le cogito, vous le savez par cœur, mais vous le savez par cœur. Et d'ailleurs, il est difficile de lire aujourd'hui, à mon âge, les méditations, parce que le savoir que j'ai acquis fatalement en enseignant précède la lecture, et je n'arrive plus à le lire. Je lis ce que je sais, et ça c'est très mauvais. J'arrive plus à lire ce que je ne sais pas. Bon, là-dessus, il y a des domaines où je peux lire encore. Des domaines où je ne sais rien. Bon. Alors, hyperbolique, ça veut donc dire cette folie, cette manie, cette obsession de pousser la philo jusqu'au point où il faut tout le temps, en permanence, ça dérègle le temps, ça d'ailleurs, poser comme ça, qu'est-ce qu'il en est de la consistance de la chose dont on parle, et ça ouvre, je ne vais pas recommencer, ou l'ornière ou le frayage. Bon. Quand on est parti comme ça, on a quitté le monde. On n'est plus approché. On peut jamais retrouver le cordonnier quand on est hyperbolique. Bon. Quand on est populaire, si, parce qu'on sait qu'il y a des besoins, disons, dans la cité. Quand on est un philosophe populaire, ça a été très, très, très négligé, ça, sauf au XIXe siècle. Peut-être que un jour je m'occuperai de ça. La philosophie, alors ça a l'air d'évaluant comme ça, la philosophie populaire, ça ne veut pas dire la philosophie pour le populo, ça veut dire la philosophie qui fait confiance à ses propres actes. Bon, dans le fond, c'est ça qui est difficile. La philosophie qui fait confiance à ses propres actes et qui n'est pas en train de mettre en doute immédiatement, c'est un hyper doute très 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 mauvais, hyperbolique, ça. C'est le malingénie là qui s'insinue. Il n'est pas mort, vous savez, le malingénie. Hein. Descartes l'a introduit dans la philo, lui, avec son génie, aidé par Dieu, ce que nous ne sommes plus, il l'a congédié. Mais pour nous, il n'est pas congédié, le malingénie. Et c'est le malingénie qui me fait dire, mais t'es sûr que ça existe encore là, la substance? Tu viens d'en parler il y a 3 minutes. Mais il faudrait peut-être que tu te réassures que ça... Bon, on ne fait pas un pas avec ça. Hein. Bon. Et alors, c'est toujours avec une menace de décrochement du monde que je pratique la peur que ça se décroche du monde. D'où mon problème, comment une philosophie hyperbolique, hyperbolisante, qui est évidemment
parfois plus excitante, parce qu'elle provoque, elle oblige la sensibilité, elle oblige la mémoire, elle oblige l'imagination, elle oblige l'entendement à se forcer, à aller au-delà de lui-même, de ce qu'il peut. Et donc c'est une espèce de challenge. Bon, il y a un mouvement, un pli presque naturel, qui fait que l'entendement s'emporte lui-même. Il s'emballe. Bon. Mais une fois qu'il est emballé, il faut qu'il se raccroche au monde. Alors, c'est là que ça devient difficile. Bon. Alors, je vous disais, être philosophe, c'est inventer un autre mode de l'exister. Bon. Et, par exemple, on ne demande pas si un événement existe, un événement arrive. Bon. Et arriver n'est pas exister. Bon. Tout à l'heure, je vous donnerai quelques-uns des paramètres sur exister. Bon. On le donnera tout à l'heure. Bon. Oui. Bon, tout à l'heure, c'est pas urgent. Bon. Inventer un mode d'exister, c'est-à-dire inventer quelque chose, c'est difficile parce que il n'y a pas beaucoup de sortes. Hein. Par exemple, la différence avec un A chez Derrida, c'est le mode d'exister qu'il a inventé, c'est-à-dire que ça n'existe qu'avec du retard. Donc, rien n'est contemporain de lui-même. Ça n'existe qu'avec du retard, un peu de latence, et par conséquent, il n'y a pas d'immédiateté, jamais. Bon, et donc jamais d'identité, jamais de coïncidence, hein, jamais. Bon, là, on est très loin de Bergson, par exemple. Hein. Bon, alors, je suis tombé par accident cette semaine, parce que je cherchais autre chose pour quelqu'un, sur un texte de Valéry que j'ai recopié. J'ai recopié comme il le présentait. Bon. Dans les cahiers, c'est le dernier cahier et c'est page 825 du tome 29. C'est-à-dire que c'est une note qui doit dater de 2 mois avant sa mort. Bon, il a encore l'écriture ferme, mais voilà. Et Valéry note, c'est une note qui, comme ça, les contextes sont sans rapport. Parce que j'ai regardé les contextes, c'est-à-dire ce qu'il pense avant, ce qu'il pense après, c'est sans rapport. Et il écrit ceci, entre guillemets, entre parenthèses, inter, hein, le latin. Il va à la ligne. Cet opérateur que Hilbert, le mathématicien, prend comme guillemets indéfinissable. Alors, il s'appuie. On se demande, 2 mois avant sa mort, alors qu'il est en train de penser à autre chose, pourquoi tout d'un coup lui passe à travers la tête cette indéfinissable de Hilbert qui est ce qu'il y a entre. C'est indéfinissable. Bon. Alors, cet opérateur que Hilbert prend comme guillemets indéfinissable, à la ligne. Voilà un signe bien plus digne de réflexion que pas un des substantifs qui occupent la philosophie entre guillemets. Bon. Il engendre du reste, à la ligne, hein, il engendre du reste des noms comme distance, guillemets intervalle, guillemets durée, et puis c'est tout. Voilà le fragment. Alors, et puis en marge, pour nous à gauche, il a mis en marge ABC et puis CBA. Bon, on voit bien, pour les matheux, ce que ça peut signifier ça. Bon. Alors, ce texte, je me dis, ça c'est très bien, parce que avec le entre, je peux inventer un montage où je vais pouvoir comment dirais-je, articuler en même temps philosophie
Et par ailleurs, en mettant du entre. Ça paraît tout simple. Ça paraît tout simple. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce entre? Ben, ça, c'est à voir. Tout ça va être détruit. Hein. Donc, bon. Bon, je l'annonce quand même. Bon. Mais, regardez, pourquoi je le fais? Ben, je le fais parce que, comme il disait, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un comme Pierre Dac, disait qu'un philosophe, c'est un personnage qui s'amuse à inventer un labyrinthe pour ne pas en sortir. Bon. Et alors, évidemment, il y a des cas où on s'embarque, et puis il faut revenir sur ses pas. Mais en même temps qu'on fait ça, on dessine le labyrinthe. Si je détruisais l'opération, vous ne sauriez que j'ai imaginé, vous ne comprendriez même pas où est la difficulté, où est le problème. Bon, alors, j'avance un peu, inventer un mode d'exister, changer d'entendement et trouver, alors, inventer grâce à Valéry l'être entre qui permettrait de résoudre tout ça. Bon, alors, il y a une très grande hésitation chez les philosophes, les grands, hein, Aristote, Descartes, Hegel, bon, il y a une très grande hésitation sur l'irréductibilité ou pas entre le par ailleurs et la philo. Je dis au passage que ce que j'ai dit sur l'irréductible, je le mets entre parenthèses et je le mets en suspens. Je n'en suis pas content. Bon, alors là c'est moi qui n'en suis pas content, donc j'y reviendrai. Bon. Mais alors là, c'est sûr qu'il y a des philosophes chez qui, par exemple chez Bergson, il faut changer d'entendement pour réduire l'opposition entre penser et agir. Et il invente, parce qu'il y est amené, le mot négocier. Qu'est-ce que négocier? Vous savez qu'il avait été sollicité par Aristide Briand, je crois c'était lui, enfin par le gouvernement français, pour aller plaider auprès du président américain, comment il s'appelait celui-là, le président américain Wilson, c'est ça, pour aller négocier l'entrée en guerre des États-Unis en 17. Bon, parce que non seulement il y avait de la notoriété, mais Bergson prenait toujours les problèmes en négociant, c'est-à-dire en trouvant le moyen d'adopter un point de vue où chacun peut y trouver son compte. C'est exactement le contraire de ce que fera Sartre, qui ne négocie jamais et qui ne rencontre que des problèmes. C'est-à-dire, chez Bergson, rencontrer un problème, c'est ne pas avoir su négocier. C'est s'y être mal pris. C'est si on s'y prend bien, on ne rencontre pas de problème. L'union de la baie du corps, ça ne se rencontre pas. Bon, si on l'a rencontré, c'est qu'on a fait de la vieille philo. Bon, lui, ce qu'il préconise, bon, je ne fais pas encore sur Bergson, mais vous connaissez de mémoire sans doute le fragment d'Héraclite, il y a des dieux partout, même à la cuisine. Donc, il n'y a pas de lieu pour Héraclite où il y ait du par ailleurs, puisqu'il y a aussi bien des dieux dans les pièces où on fait du culte que à la cuisine. Bon, alors, j'ai une très grande hésitation là-dessus, et j'aurai à y revenir. Bon. Par exemple, j'avais forgé ce mot par ailleurs, moi-même, pour nommer, il y a quelques années, pour nommer ce qui précisément faisait pendant au par soi. Bon, ce qui est par soi, c'est splendide. Bon, et on est très excité par ce qui est par soi, ce qui ne demande rien d'autre que soi pour exister, c'est formidable. Bon, mais généralement c'est rare ça, ce qui ne demande que soi pour exister. Bon,
Donc, le par ailleurs, il est tout le temps dépendant du contexte. Bon, et j'avais pensé que c'était une bonne affaire. Bon, alors, je précise encore quelques points avant d'amorcer la destruction de ce que je construirai après. Hein. Bon, vous verrez pourquoi, je pense. Changer d'entendement, c'est modifier en soi-même l'expérience du comprendre. Bon. Alors, l'expérience du comprendre, je l'ai distribuée, je l'ai organisée autour de 4 pôles, qui sont je dirais, tels quels, sans malice, comme on dit. On prendre les mots sans malice, c'est les prendre comme on les entend. Hein. Je pense qu'il faut prendre les mots sans malice. C'est pas ce que fait l'analyste en général, mais il faut prendre comme ça, si on parle de quelque chose, il ne faut pas se demander si c'est avec une intention, on le pense. Bon, alors, l'entendement, c'est la fonction du comprendre. Et comprendre, c'est statuer sur la provenance et la qualification des voix entendues. Des voix V-O-I-X. Hein. Bon, on dit, nous entendons des voix. Bon, tous, nous entendons des voix. Des voix anciennes, la sienne propre, la voix de la conscience, comme dit Rousseau et Kant, bon, la voix du daimon, comme dit Socrate. Bon, nous entendons des voix. Bon, si elles restent sensées, partageables, ça va. Si vous entendez des voix étranges, on vous dirige vers Sainte-Anne. Hein? Donc en principe, on n'entend pas de voix autre que, ma foi, celle que l'on partage avec les autres. Bon. Le deuxième pôle qui caractérise la fonction du comprendre, c'est de statuer sur la bonne façon de partager. Il est évident que les richesses sont très mal partagées. Hein, très très mal partagées. Que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Hein, donc c'est pas moi qui invente ces choses-là. Bon. Descartes voulant dire qu'en chacun, il y a la même puissance de distinguer le vrai et le faux. On n'a pas à apprendre de personne ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, un jour, on nous a raconté des fables quand on était petit, mais on cesse d'être enfant. Bon, il y a le partage. Bon, sur le bien fondé des partages. Alors, quel est le bon partage? Je peux dire que presque tout Platon est consacré à ça. Et la justice, c'est une affaire de bon partage. Bon. Et que le philosophe platonicien est qualifié de bon boucher. Agathos magairos. Bon boucher. C'est-à-dire celui qui découpe bien, qui découpe aux articulations, par opposition à celui qui coupe à travers. Bon. Alors, le troisième point qui caractérise la fonction de l'entendement, c'est-à-dire du comprendre, c'est décider de l'emploi du mot réel et de sa pierre de touche. Là, vous savez, il y a du boulot, hein, pour s'entendre sur l'emploi du mot réel. Pas qu'est-ce que c'est que le réel. Alors là, c'est bon. Mais quand emploie-t-on le mot avec pertinence? Bon. Beaucoup dans ces dernières décennies, il est fréquent d'entendre le réel au sens de Lacan. Bon, il n'y a pas plus de sens de Lacan d'abord que de sens de n'importe qui. Hein. Bon, l'emploi du mot, il a sa neutralité, et le dictionnaire ne fait pas loi, hein. Un dictionnaire, il ne fait qu'indiquer, que régler l'usage. Bon, comment use-t-on ce mot? Et quand emploie-t-on le mot réel? Bon, si on l'emploie de travers, eh bien c'est que, bon,
on dit grosso modo que les oiseaux qui volent dans le ciel, ben, c'est réel, qu'un centaure, c'est pas réel. Bon. C'est très difficile à régler le mot réel. Hein. Et enfin, quatrièmement, il s'agit d'assigner les barrières, de mettre les barrières entre ce qui est le sens, le non-sens et l'insensé. Quand vous avez fait ces 4 choses, hein, les voies, les partages, le mode d'emploi du mot réel et le sens, vous savez à peu près ce que c'est que comprendre. Ceci étant partagé et devant être bien partagé. S'il y en a un qui comprend autrement et qui a le malheur, en plus, dans le partage, d'être isolé et dominant, on est perdu. On est perdu. Autrement dit, il y a quelque chose que Platon n'aurait pas accepté, il y a quelque chose de démocratique dans le comprendre. Il ne peut pas être spécial. Il ne peut pas être spécial. Bon. Alors, le sens, je vais en dire 2 mots, c'est la façon de se trouver dans une tension et ensuite une détente. Vous êtes devant un tableau, vous ne voyez pas ce que ça représente, et puis tout d'un coup, ah tiens, je vois ce que c'est une figure. Là, il y a une détente, et ça vous donne du sens. Bon, alors, le non-sens, je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas mon sujet, et l'insensé, ça se dérive de cette expérience d'une tension et d'une détente. Bon. Il faut que le sens soit pendant un temps mis en suspens. S'il y a du sens tout de suite, bon, c'est pour ça que Derrida savait qu'il fallait introduire la différence. Il n'y a pas de sens pendant le temps de l'écart entre l'origine et quand ça commence pour de bon. Il y a une pré-origine, mais il n'y a pas à en parler. Il n'y a pas à en parler. Ça commence avec l'origine qui est déjà décalée et qui est en retard. Donc on est toujours en retard. On est toujours en retard. Bon. Et nul ne se trouve à l'origine de l'origine. Bon. Donc ça. Alors, le mot philosophie est le shibboleth, c'est-à-dire le mot de passe, hein, pour qualifier un changement de comprendre. C'est-à-dire, un changement de comprendre, c'est-à-dire un changement sur qu'est-ce que c'est qu'entendre des voix, quelle voix Hegel entend-il. En tout cas, il dit bien, on n'entend pas par oracle ce que c'est que la philo. Nul n'a entendu par oracle. Bon. Il faut reprendre sur comment partager. Mais pour partager, il faut sans doute passer par une révolution pour rénover le partage, pour que le partage soit vraiment nouveau. Hein. Et si pas de révolution, à mon avis, le partage se poursuivra tel quel, hein, plus ou moins amélioré, mais c'est le partage des sexes, hein, le partage des richesses, le partage des terres, le partage de l'eau, de la mer et de la terre, etc. Bon, il faudra modifier le sens du mot réel, etc., etc. Bon, alors ça, tout ça, c'est bon. Alors maintenant, on arrive à la destruction de ce que je n'ai pas encore construit. Je vais faire sauter la différence par ailleurs philosophie. C'est-à-dire que je vais faire sauter la forme du entre. En principe, on ne comprend plus rien. Hein, je vous le signale. Puisque entre la Pologne et la Russie, il y a encore du entre, même si c'est la frontière, hein. Bon, il y a du entre. Bon, s'il n'y a plus de entre, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Bon, et je vous dis, bon, que
les gens que j'ai cités, à savoir, ça m'a frappé, cette génération des années 60, là, les philosophes des années 60, sauf Althusser peut-être, sauf Althusser, mais c'est évident que Deleuze n'aurait jamais posé la question du rapport entre la philosophie et l'art. C'est pas comme ça que ça se pose. Bon, alors je dis d'avance que quand on fait sauter le entre, les deux domaines vont se trouver dans un mode de contamination. Ils vont être contaminés l'un par l'autre. Bon. Et que Husserl appelait ça d'un mot dont il fait souvent usage, l'ineinander, le l'un dans l'autre. Et Merleau-Ponty, le chiasme, c'est-à-dire le l'un dans l'autre. Bon. Et que la contamination dont je parle, elle va introduire un nouveau mode d'exister qui est l'intensité. Vous remarquerez combien les philosophes des années 60, cette génération, quand même, aujourd'hui, comme il y a eu Iéna en 1806, il y aura Paris 1960. Bon, autrement dit, un rassemblement assez vertigineux de philosophes de premier plan. Bon, c'est curieux, c'est pas le cas en ce moment. Bon, alors, qu'il n'y ait pas de entre, je voudrais que vous aperceviez combien on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien s'il n'y a pas de... Bon, qu'est-ce qu'il y a entre? Il n'y a pas. Bon, alors, je continue. Ce qui est la chose que je voudrais rappeler, c'est que la philosophie n'est pas une métacompréhension d'un certain domaine. Ce n'est pas la métacompréhension de la mathématique, de la physique, de la biologie. Bon, elle peut s'en tirer comme ça. La philo peut ne pas rester du côté du par-soi et venir coiffer les domaines en les surplombant. Ça c'est fait, mais la philosophie y perd beaucoup. Bon, alors, c'est plutôt un effort d'imagination qui rend compatible l'un avec l'autre l'ancrage à se situer dans le tel quel du monde et l'obsession, presque la folie, à répéter sans arrêt si ça ne s'est pas évanoui et si le comprendre est bien resté le même. La grande bataille menée par Aristote sur l'identité, qui paraît idiote. On dit, bah oui, l'identité c'est l'identité, 1 égale 1. Non, c'est parce qu'il avait des adversaires. Une chose qui m'a frappé, c'est que Aristote, qui paraît un philosophe extrêmement peu belliqueux. Hegel est belliqueux. Bon, on le voit tout de suite. Kant est belliqueux. Bon, on le voit tout de suite. Ils ont des adversaires. Bon, Aristote, il pose les positions des autres, mais il n'a pas l'air bon. Or, toutes les phrases d'Aristote sont polémiques. J'en ai fait l'expérience. Elles sont toujours dirigées contre quelqu'un. Et quand il insiste sur le fait que l'identité ne se démontre pas et que 1 égale 1, ça veut dire qu'il s'en prend à une tendance du socratisme qui aurait fait ce que faisait Derrida. C'est pour ça que Derrida n'était pas très aristotélisant. Ça, il n'était pas... J'ai fait un exposé là-dessus. Bon. Il n'était pas très aristotélisant, très peu, parce que chez Derrida, 1 n'égale pas 1, sinon ça n'intéresse pas. Bon, donc il n'y a pas d'identité, et par conséquent, on est dans le tourment et l'obsession de savoir comment on peut quand même garantir un semblant d'identité. Bon, alors,
il y a quelqu'un qui s'en tirait bien, c'était Descartes. Mais il avait quand même, je dirais, il avait l'appui de Dieu. Hein, il avait l'appui de Dieu, ce qui est quand même beaucoup. Bon, c'est-à-dire comme garantie. À savoir qu'il peut faire d'abord une répétition de ce que c'est bien que le par-soi de la philo. Bon, c'est ce que l'on connaît le plus souvent. Bon, il recommence. Il le dit bien, il tente de mettre sur des fondements nouveaux la philo qui aujourd'hui se perd dans des ramifications scolastiques, etc. Et il faut donc recommencer. Et ensuite, ça c'est fait. On peut faire ensuite une chose qui est très simple, c'est qu'on peut très bien vivre dans le monde et partager les soucis et les problèmes du monde avec sa philosophie et éclairer le vrai relatif qu'il y a dans les problèmes du monde avec le vrai radical qu'il a isolé dans cette philosophie sur laquelle il n'est pas obligé de revenir. C'est lui qui dit il faut faire 3 kilos par jour, ça suffit. Hein. Le reste du temps, faites n'importe quoi. Détendez, etc. Bon, mais il y avait la garantie de Dieu. Bon, c'est-à-dire, c'est très tardivement que j'ai compris, moi, l'importance de la garantie apportée par Dieu. À savoir que ce qui est pensé une fois pour toutes. Bon, vous n'avez pas besoin de vous redemander, vous savez, comme les obsessionnels qui ont fermé la porte de leur appartement, puis qui remontent à toute vitesse pour savoir s'ils l'ont fermé. Bon, alors, j'ai beau, moi, être très attentif quand je ferme, comme Descartes dit, il faut être attentif. Je fais comme Descartes, donc je ferme avec attention ma clé, ma porte avec la clé, mais quand je suis en bas, je remonte quand même. Donc je vois bien ce que c'est que les deux mouvements. Hein. C'est-à-dire que Descartes, c'est un béni des dieux comme philosophe. Hein. C'est un béni des dieux, parce que il a la garantie. Bon, alors, faire sauter la différence philosophique par ailleurs, ça revient à dire qu'un paysage est une idée, ou vaut une idée. C'est pas évident ça, c'est pas évident. Hein. Bon, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ça représente, que c'est une métaphore, qu'il y a de l'idée dans un paysage. Non. Un paysage comme tel, c'est une idée. Bon, et il n'y a pas de différence. Alors, après, il faudra retrouver un peu de différence, mais d'abord, c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter que il n'y ait pas, ça c'est, vous voyez bien, l'abolition, le début de l'abolition du par ailleurs et de la philo, si un paysage c'est une idée, Rousseau n'était pas loin de le penser, hein. Chez lui, une idée c'est un sentiment. Bon, eh bien, un paysage c'est un sentiment. Et Amiel, vous savez, ce type qui écrit un journal absolument démentiel, je n'ai pas tout lu, hein, il y a 20 000 pages, j'en ai lu 1 millier de pages peut-être même pas. Bon, mais je me rappelle que il y a longtemps que j'ai lu ça, il disait un paysage c'est un état d'âme. Bon, un paysage c'est un état subjectif. Bon. Et par conséquent, il n'y a pas à poser de différence entre le paysage et moi. Il n'y a pas de différence. Bon. Donc, il n'y a pas de entre. Pas de entre. Bon. Alors, c'est difficile. Il faut faire une sacrée ascèse pour que l'esprit se déprenne de l'obsession de l'auto-réidentification. Même la science de la logique, c'est une réidentification, la fin est une réidentification enrichie du commencement. Comme chez Aristote d'ailleurs, le télos est une réidentification enrichie de l'arché. Autrement dit, la fin, c'est une répétition enrichie du commencement. Bon. Mais ça veut bien dire qu'il y a une inquiétude sur le commencement. Bon, Heidegger va larguer tout ça, et à la place de ça, à la place de ce cercle interminable, ça commence,
ça se poursuit, ça se termine, puis ça recommence, bon, un peu platement, ou bien riche, de façon riche, il va proposer Ereignis, l'événement. Bon, mais ça va poser d'autres problèmes. Il appelle ça l'autre commencement. Bon, alors, faire sauter la différence philosophique par ailleurs, je vois trois façons pour le moment. Il y en a une qui m'a ébloui, c'est celle de Nietzsche. Et c'est celle que je vais retenir d'abord. Faire sauter la différence, bon, philosophique par ailleurs, vous pouvez toujours chercher chez Nietzsche. J'ai relu le Gai Savoir avec une allégresse, c'est formidable. C'est formidable. C'est d'une intelligence. Et puis c'est drôle. Moi qui suis pas très enclin à trouver les philosophes drôles, sont pas là. C'est drôle. D'une certaine façon, si on connaissait bien Nietzsche, on verrait que Wittgenstein y est. Bon, il y a des intuitions, des fulgurances inouïes, mais il ne s'inquiète pas de savoir si elles persistent ou pas. Il s'en fiche. Rien ne se perd pour lui. Et tout se crée sans cesse. Donc, c'est tranquille ça. Bon. Alors, il y a donc trois façons. La seconde est plus connue, c'est la spéculative chez Hegel. Bon. Comme on dit, il n'y a pas de par ailleurs si le concept est assez fort pour l'englober. Si vous ne savez pas englober César dans la philo, si vous dites il y a la philo et puis par ailleurs il y a César et puis ce qu'il fait, c'est que vous n'avez pas bien compris l'histoire romaine. Et si vous avez bien compris l'histoire romaine, vous verrez que César est un moment de l'histoire romaine, un moment décisif, et vous l'intégrez à la philosophie de l'histoire, et les philosophies de l'histoire s'intègrent assez bien à la philosophie, et par conséquent, il n'y a rien qui soit en dehors. Rien. Ça ne veut rien dire. Bon, les modernes, c'est-à-dire, par exemple, regardez, dans Dit et écrit de Foucault, le nombre de références à Blanchot, qui est un penseur du dehors. Bon, le dehors, c'est une réaffirmation non pas du par ailleurs, mais de l'indépendance du dehors par rapport à la philo. Bon, parce que, quand je dis par ailleurs, c'est un corrélat de par soi. Bon, hein, autrement dit, je peux quand même pas réduire la ville d'Iéna à son philosophe, à dire l'essence d'Iéna, c'est pas Hegel quand même, il faut pas exagérer. Il y a quand même d'autres choses. Il y a quand même des boulangers, des artisans, etc. Bon, et Hegel dit très bien, la bonne façon pour un boulanger d'être philosophe, c'est pas du tout après avoir pétri la pâte de lire du Kant. Ça c'est ridicule. Ça c'est pas ridicule, ça l'occupe. Bon, mais c'est d'être bien installé dans l'organisation de la cité, de bien appartenir à la corporation, à l'église, d'être un bon citoyen, d'avoir un peu de culture, et ça fait que ce boulanger n'est pas isolé, qu'il est dans le tissu social, et que, appartenant au tissu social, il appartient à la réalité, et il est réel. Bon. Tandis que quand il est simplement boulanger en train de pétrir, il n'est que son pain, il n'est que factuel, il n'est que positif. Bon. Alors, et puis il y a une troisième façon, je touche très rapide là, hein. Bon. Il y a une troisième façon, qui n'est plus spéculative, mais qui est révolutionnaire, et c'est chez Marx qu'il faudrait le trouver. Bon, à savoir que la philosophie, bon, elle va se trouver grosso modo remplacée par l'organisation d'un parti révolutionnaire. Bon, mais il faut bien comprendre ça, que c'est pas un parti comme ça, comme un de plus, que c'est la pointe avancée de la classe ouvrière, c'est ce que répète Lénine, et que organiser un parti communiste, ça c'est des manifestes,
c'est la véritable fonction de la philo qui a fini son travail, car la philo a fini son travail avec la critique. Bon, autrement dit, quand la critique est terminée, vous savez le fameux adage, les armes de la critique doivent céder la place à la critique des... Non, la critique des armes, dans quel sens c'est? Je me trompe toujours. Les armes de la critique doivent céder le pas à... Comment c'est? La critique des armes. Oui, c'est ça, l'arme de la critique doit céder les pas à la critique des armes, c'est ça, voilà. Bon. Je me suis toujours emmêlé dedans. Bon, alors, continuons. Je ne suis donc pas content du tout qu'il faille, comme ça, séparer l'appartenance au monde réel. Le monde réel, c'est-à-dire au monde qui est régionalisé selon les aptitudes, les goûts, les compétences de chacun. Mais l'appartenance d'un côté au monde réel où on agit, où on transforme, où il y a quelque chose qui a lieu, et l'obsession complètement maniaque, quand même au sens je dirais, psychiatrique, l'obsession maniaque, c'est possible d'être obsédé et maniaque, oui, c'est possible ça. Bon, l'obsession maniaque de tout le temps se redemander si c'est bien ça. Hein. Bon, je me suis aperçu que j'avais donné beaucoup dedans, moi. Bon, alors, c'est avec Nietzsche que je comprends quelque chose. Il faut bien, je ne peux pas me résoudre à réduire l'extérieur, le par ailleurs. Alors, j'ai trouvé une sorte de... Et ça, c'est la destruction des deux registres. J'ai trouvé, pour réussir ça, ce que je vais tenter, il faut se risquer à faire sauter l'antre, qui est quelque chose que personne n'osait, même Merleau-Ponty, faire sauter. C'est-à-dire que pour cela, il faut redonner pleine force à la philosophie populaire. La philosophie populaire, elle a elle-même... Alors, c'est pourquoi, je vous disais l'année dernière, on n'est jamais en dehors de la philo. La philosophie populaire, elle naît sur les lieux mêmes de la pratique. Là où vous êtes, là où vous vivez, là où vous êtes actif, elle naît et elle se divise en deux. Elle est une philosophie populaire régionale et puis une philosophie populaire générale. Pour une philosophie régionale, par exemple, vous avez un cordonnier, eh bien, il va s'occuper de ce que c'est qu'un bon outil, que du bon cuir, que satisfaire le client, etc. Bon, bref, des choses que vous comprenez. Bon, et puis, il va se poser des questions ultimes sur la fin, qui ne sont plus des questions de cordonnerie, mais c'est un homme. Il va se poser des questions sur l'homme et la femme, la fin, la fin et fienne, Dieu, le temps, etc. Bon, alors ça, généralement, les réponses données sont de la très mauvaise philo, là. Bon, très mauvaise philo. En ce moment, par exemple, quand Ferry répond, ils ont raison, les gens, de demander qu'est-ce que le bonheur, mais c'est lui qui a tort de répondre. Les gens ont raison, c'est ça, il faut bien comprendre la dissymétrie. Ils ont raison de demander qu'est-ce que c'est que le bonheur. Bon, mais pour répondre à qu'est-ce que c'est que le bonheur, on va y venir. Il faut faire un sacré détour, et non pas se mettre directement, parce que, évidemment, les gens se précipitent,
et on tire à 500 000 exemplaires. Hein. Bon, oui. Alors, je dédouble donc l'entendement en entendement ordinaire, celui qui n'a pas à être changé, celui de tout à l'heure, là, qui donne un sens au partage, au réel, etc., au sens. Bon. Et puis, l'entendement philosophique. Alors, et les deux sont encore apparemment séparés. L'entendement ordinaire doit finir par comprendre, ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il est la vie elle-même. Bon. Qu'il n'accouche pas que d'abstraction, mais qu'il est en prise directe sur la vie. Ça, c'est ce que comprend admirablement le gai savoir. À savoir qu'il est en prise directe sur la vie de deux façons. L'entendement ordinaire, ou esthétique, ou politico-pratique. Bon. Mais tandis que on fait sauter quelque chose, c'est-à-dire l'antre, qui maintenait la philo de l'autre côté. On donne à l'entendement un contenu infiniment plus riche qu'il n'avait. Il pense la vie elle-même. Bon, et par conséquent, comprendre et vivre, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Je vais tout à l'heure donner quelque part des indications sur ce que c'est que vivre. Bon, mais pour ça, il faut que l'entendement spéculatif, l'entendement philosophique, l'entendement spéculatif, s'emploie à dépérir, à se faire dépérir. Alors, ça c'est une notion qui est difficile. Faire tomber dans le non-usage, dans le mésusage, la critique n'est pas suffisante. Faire dépérir, c'est cesser d'alimenter. C'est cesser d'alimenter pour qu'il ne soit pas fécond. Bon. Et c'est cesser, par exemple, de creuser l'ornière. Donc, creuser l'ornière, et puis tout ce que j'ai raconté, et puis être ébobie devant le parsoir, et le parsoir qui ou bien est silencieux, ou bien vous parle une langue ésotérique que vous ne comprenez pas, donc vous avez besoin d'un interprète qui vous raconte n'importe quoi. Bon, ça c'est bien. Et puis, et alors là, le frayage que j'avais proposé comme autre voie de l'entendement spéculatif, je ne le fais plus aboutir sur l'irréductible, ça ne me convient plus. Ça, on m'a fait des remarques, j'y ai réfléchi, et donc je me sens, comme c'est un feuilleton, je me sens le droit de rectifier. Je suis dans un labyrinthe, donc je me donne le droit de changer de voie, puisque bon. Et alors, le frayage, je le fais aboutir sur l'idée de la construction totale, c'est-à-dire du système. Là, vous retrouvez de la philo. Bon. Ou bien vous êtes en présence du par-soi, c'est-à-dire l'existence qui n'a pas besoin d'autre chose que d'elle-même pour exister. Bon, là, ça ne vaut pour Dieu dans la tradition, ça. Bon, nous, on n'est pas par-soi. Bon. Ou bien il y a le système qui est indépendant, puisqu'il est le tout. Bon. Alors, mais il faut faire dépérir ça. Dépérissement, alors que c'est une tentation de répéter. Bon. Cette tentation de répéter, c'est un manque de confiance dans la vie. Autrement dit, l'entendement spéculatif ne fait pas confiance à la vie. Bon. Et ce qui me paraît important, c'est que entre l'entendement ordinaire, l'entendement populaire, et l'entendement spéculatif, l'action de Nietzsche est de supprimer toute idée d'antre. Il n'y a pas d'antre. Bon. Ce qui fait qu'il y a au sein de l'entendement ordinaire, de l'entendement populaire, une levée de l'inhibition de la vie. Car alors, qu'est-ce que c'est que la vie, elle fait beaucoup de choses. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. La vie, évidemment, c'est
j'ai 11 paramètres pour caractériser un peu la vie. Bon. Il y en a peut-être 12, il y en a peut-être 15, hein, je ne sais rien. Enfin, bon, il y a d'abord la fécondité, l'imprévisibilité du chemin que ça prendra. Hein, c'est imprévisible. Hein. Bon. Le retour du même, la transformation, la force. Bon. Pouvoir amorcer sans avoir à donner de raison. C'est formidable la vie, hein. C'est plus puissant que le concept. Bon. C'est cruel, la vie est cruelle. Hein. Alors ça, si vous n'avez pas de cruauté, vous avez une vie à l'eau de rose. La vie est cruelle. Bon. Et je crois que les grands artistes sont cruels. Bon, très grande cruauté. Bon, très grande cruauté. Bon. Il faut compter avec la douleur. Si vous voulez une vie sans douleur, ça. Bon, la Nietzsche est fantastique. C'est pas du tout une apologie de la douleur, c'est pas du tout. C'est que si vous voulez la vie, il faut vouloir tout ça. Hein. Vous ne serez fécond que si vous consentez à endurer la douleur, à être cruel. Bon, il y a ainsi aussi une certaine injustice. Bon, là il est contre les Grecs, puisque chez les Grecs, en gros, il y a une logique de la justice qui est la suivante. Ce qui est allé dans un sens devra se compenser en allant dans l'autre sens. C'est équilibrant. Bon, ça, peut-être que Pierrot, Maximin ne dirait pas ça. Maximin ne dirait pas ça. Ah, tu crois qu'il dirait? Oui, il y a toujours un élément qui dépasse la limite. Qui prend la place des autres. Oui, il y en a un qui. Oui, chaque vivant la diquet. La diquet, elle est constituée par. La diquet va essayer de rétablir l'ordre, en ce que, un vivant se retirant, un autre puisse prendre la place. Hein? Oui, mais chaque élément, l'été essaie de devenir plus long que sa place. Oui. Prendre de la place à l'automne. Ah oui, mais ça c'est la tendance à l'injustice. À l'automne prendra de la place sous l'hiver, etc. Oui, oui. Alors il y aura toujours une injustice. Je suis d'accord. C'est ça. Je suis d'accord. Mais leur idée de justice, c'est que ça doit se rééquilibrer. Ah oui, c'est ça. Hein? Alors, Ça doit se rééquilibrer. Oui. Bon. Alors, toujours comme paramètre de la vie, il y a l'incertitude du résultat. Ça peut avorter. Bon. Et toujours comme paramètre de la vie, il y a la ramification et la liberté d'amorcer ici ou là. Bon. Alors, c'est tout ça, si vous voulez, qui était, dans le fond, retenu par la barrière du entre, du côté de l'entendement spéculatif, qui s'emploie dans le fond, via l'ornière, via le frayage, à faire dépérir la vie. Ce que l'entendement spéculatif n'aime pas, c'est Nietzsche qui parle là, hein, c'est la vie. Donc, il n'y a qu'une chose, il faut faire sauter l'entendement spéculatif et libérer la puissance de la vie. Et la levée d'inhibition de la vie, c'est ça qui fait qu'il n'y a plus l'opposition philosophie spéculative et il n'y a pas de philosophie spéculative, il n'y en a pas, il n'existe pas. Bon, il sait seulement gré à Hegel, je relisais ça hier même, il sait simplement gré à Hegel d'être une sorte de Darwin, c'est-à-dire d'avoir consenti à ce que les catégories logiques aient une évolution. Il retient dans Hegel la puissance d'évolution et dans le savoir, hein, peut-être qu'il faudrait voir s'il y a d'autres références. Enfin, ce n'était pas un lecteur forcené de Hegel, hein, il n'aimait pas. Bon. Alors, si vous voulez, ce qui me paraît important,
c'est que on n'a plus besoin, de parieurs, mais pour ça, il faut avoir le courage de l'inspiration, la force de vie en soi, de sacrifier, mais c'est très facile d'une certaine façon quand on a la vie en soi. On n'est pas obsessionnel. Bon, les mathématiciens ont un avantage. Quand ils ont posé quelque chose, c'est posé. Bon, c'est posé. Ils n'ont pas à se demander. Il est fou celui qui se demande si il a bien posé. Bon, mon ami mathématicien n'est pas là. Là, je lui demanderai. Je suis sûr que il y a une garantie de la position des actes qui fait que ça n'a pas besoin tout le temps d'être confirmé, et c'est en ce sens qu'il n'y a pas d'opposition entre, je ne sais pas moi, la mathématique et la vie. Bon, la mathématique est vivante, non pas parce que, je ne sais pas quoi, elle serait dans la nature, c'est parce que elle a toutes les propriétés que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a une imprévisibilité du développement des théorèmes, qu'il y a de la force qu'on amorce, etc. Qu'on amorce sans savoir si ça donnera nécessairement du résultat. Et ça me paraît une chose importante, que ça permet de nouer tout à fait autrement les déterminations philosophiques et les objets ordinaires. Ce que je préconise, d'une certaine façon, là, c'est cette levée de la barrière du entre, c'est sans doute ce que Derrida appelait dissémination. Ça va partout. Bon, ça va partout. Et par conséquent, il n'y a pas de localisation de la philo. Même pas localisée dans le par soi. Bon, le défaut de la localiser, par exemple, c'est Fichte. Mon ami Richir, qui est un grand fichtéen, me lisait hier une phrase de Fichte au téléphone, c'est sur l'absolu pris absolument en tant qu'absolu. Bon, si vous ne trouvez pas là qu'il y a un renforcement du par soi, l'absolu pris absolument en tant qu'absolu. Que veut dire le en tant que? Bon, vous comprenez bien que ça, il y a que quelques oiseaux qui vont s'accrocher à ça, mais que on sent bien que la vie, sauf, ou bien alors une vie très éthérée, mais je ne sais pas laquelle, la vie de Dieu, j'en sais rien, mais la vie que nous connaissons, c'est au contraire une puissance d'expansion, hein, elle est féconde. Bon, une mathématique qui n'est pas féconde, et dès qu'elle est féconde, elle est vivante. Et par conséquent, étant vivante, il n'y a pas à se demander quels sont les rapports entre les mathématiques et la vie. Bon, ce qu'il faut se demander comme question, c'est qu'est-ce qui se passe quand la mathématique est stérile? C'est-à-dire quand il n'y a plus de théorème. On appelle ça une crise des fondements, de temps en temps, un truc comme ça. Bon, mais ça passe. Et les mathématiciens sont très confiants, très très confiants. Hein, c'est bien, mais ils ont... Parce que je prends cet exemple parce que on a tendance à prendre cette discipline comme hors la vie. Quand je dis vie, et que je l'entends chez Nietzsche, c'est pas du tout la vie au sens organique. Pas du tout la vie des organes. C'est pas du tout ça. C'est la puissance qui habite les mortels que nous sommes, qui implique la mort, qui implique la douleur, qui implique la puissance, qui implique la cruauté, etc. Bon. Et ce qui permet, par exemple, à Foucault d'avoir une idée très, je dirais, très populaire de la philo. Hein. Alors lui, c'était pas un obsédé du par soi. Bon, pas du tout. Mais il a fortement raison. Ça lui permet de s'occuper de la maladie mentale, des prisons, et puis des objets qui vont faire, évidemment, ce que c'est que Foucault. Bon.
et d'apercevoir l'importance chez lui de, je dirais, le pouvoir savoir, et de tenter de dissocier ce couple de notions qui est le blocage même de la vie réelle. Bon. Mais en conséquence, désormais, rien ne doit se présenter dans la forme peinture et quelque chose. Peinture et philosophie, musique et philosophie, je sais pas moi, biologie et philosophie, parce que on fabrique une situation qui atteste qu'on, dans le fond, et là je suis à fond Nietzsche, on a perdu le sens que la vie se répand, qu'elle est féconde, et que le spéculatif ne fait que tenter de la faire dépérir quand la critique n'est plus assez forte, eh bien, faire dépérir en mettant à mort, et l'ornière, c'est ou le système, c'est la mise à mort de la vie. Bon, d'ailleurs, on le dit bien, un système, c'est pas vivant. Et d'ailleurs, la vie se rebelle tout de suite parce que le système n'est pas fini, qu'immédiatement il claque. Bon, vous voyez ce qui se passe avec Hegel. Le système, dès la mort de Hegel, dès 1835, on commence à faire péter le système. Et la fille de Hegel, une des filles de Hegel, était mariée au grand mathématicien Weierstrass, qui avait fait marquer au-dessus de son bureau, ici, on est prié de ne pas conspuer Hegel. Ça veut dire où on en était vers 1845, 50, 60, et c'est Dilthey, bien après, qui a renouvelé l'intérêt pour Hegel. Pendant 40 ans, Hegel, c'est barbant comme tout, bon, c'est scolarisé, etc. Bon. Et c'est le jeune Dilthey qui écrit un livre célèbre qui s'appelle Le jeune Hegel, qui redonne un intérêt qui ne cessera plus. Bon, alors, il faut que j'avance un peu parce que il est 20h17 déjà. Bon, alors, j'ai donné les paramètres de la vie. Bon. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Alors, question, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'inquiétude philosophique, puisque elle était quand même toujours caractérisée comme une certaine inquiétude, la philo. C'était une certaine inquiétude, Bon. Puisque elle est investie dans les domaines du tel quel. Le tel quel, c'est-à-dire, c'est l'art tel qu'il est, avec un peu de feuilles et pas de trop. Et puis celui d'à côté, il a déjà beaucoup de feuilles. Pas de question pourquoi. Il y en a un qui a des feuilles, l'autre qui n'en a pas. On s'est posé la question 3 jours. Pas de question. Bon, il faut prendre ça comme ça. Bon, c'est pas si facile que ça de prendre ça comme ça. Et c'est un acte. Quand on a fait de la philo, quand on ne l'a pas fait, c'est facile. Mais quand on a fait de la philo, c'est très difficile de ne plus en faire. Et précisément, il faut arriver à un moment à stopper en soi le moteur spéculatif, sinon il vous ronge la vie. Bon, c'est-à-dire que dans l'ornière, vous avez du mystérieux que vous allez révérer, bon, ou bien vous allez avoir un système. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme tentation de l'esprit? Parce que le spéculatif n'a pas dit son dernier mot. Il peut toujours reprendre l'inquiétude des fondements. Il peut toujours réactiver, mais dans le fond, est-ce que les fondements sont solides? C'est une question très vieille, ça. Aujourd'hui, plus aucun philosophe sérieux ne va réactiver, mais c'est ce qui s'est passé avec Husserl. Les contemporains de Husserl, c'est-à-dire les philosophes positivistes des années 1890-1900 en Allemagne, ils ne s'occupaient plus de savoir les fondements de la biologie, etc. Ils faisaient de la biologie. Ils faisaient. Bon. Et puis voilà, Husserl arrive et dit: ah non, stop,
recommençons, il faut reprendre le recommencement. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'un immense philosophe qui survit et qui vient vous dire si, il faut reprendre la question des fondements. Et c'est reparti. Bon, Heidegger est de ce type, hein. Heidegger est de ce type. Bon, mais on ne peut jamais dire que c'est fini. Il peut toujours y avoir un de ces grands philosophes, un de ces grands fous maniaques. Il faut à la fois être maniaque et génial pour oser recommencer aujourd'hui la question des fondements. Bon. Ou bien, une autre question, comment escompter un achèvement? Comment escomptez-vous achever les mathématiques? Ça, c'est une très mauvaise question. Très mauvaise question. Bon. Par exemple, ça se pose aujourd'hui pour des problèmes de datation sur la peinture. Il y a des gens pour dire que la peinture est finie, et pour dire d'autres qu'elle n'est pas finie. Bon. Alors, ceux qui disent que la peinture est finie, ils mettent un achèvement sous la contrainte d'une définition de la peinture qui englobe Velázquez, mais qui exclut, je ne sais pas, ce qui se fait au Palais de Tokyo. Bon. Par conséquent, là, on réinstaure un entre. Bon. On réinstaure une limite et on revient à l'ancien monde. Bon. Il y a une troisième tentation qui est plus subtile, qui est toujours il faut se méfier du retour, parce que le spéculatif, il ne se laisse pas faire. Hein. C'est pas parce que on a levé, je dirais, l'inhibition grâce à Nietzsche. Nietzsche est prodigieux. À mon avis, il est prodigieux, mais c'est tard qu'on voit qu'il est prodigieux. Or, on le lit jeune. On le lit jeune parce qu'il est passionnant. Il est passionnant parce qu'il est excitant, mais on le lit trop jeune. Mais quand on le lit étant vieux, on se dit, mais quelle intuition pour le siècle qui vient. C'est pas possible d'avoir autant Moi, je suis fasciné dans ce qu'on appelle la volonté de puissance, là en 2 volumes chez Gallimard, mais il y a des intuitions inouïes sur ce qui va venir, simplement parce qu'il libère sans aucune hésitation, mais le prix est payé cher pour lui, il souffre le damné, hein, il souffre le martyr comme un damné, mais il libère beaucoup la vie. Bon. Son contemporain Husserl, à peu près, non, pas le contemporain, il est né en 44 et Husserl en 56, hein, c'est pas un écart énorme. Bon, Husserl, lui, redevient un spéculatif. Alors c'est admirable tout ça, bon d'accord, bon, mais à nouveau, c'est la question. Alors, la troisième question qui est la plus difficile, c'est est-ce qu'il faut doubler, comme on dit une doublure? Est-ce qu'il faut doubler tout le tel quel d'un logos? Est-ce qu'il faut que chaque recoin du réel soit doublé d'un logos? Aristote disait il n'y a pas de doute. Chaque recoin. Une feuille écornée, écornée, il y a dans le vocabulaire du livre Bêta de la métaphysique un mot pour écorner, je ne sais plus en grec, écorné. Enfin, tronqué, écorné, abîmé, je ne sais plus. Bon. Par conséquent, c'est une question importante de savoir si on laisse des zones de réalité sans discours. Et je pense que, d'une certaine façon, on peut laisser un Velázquez sans phrase. Il tient par lui-même. Vous pouvez en faire. Mais je ne juge pas indispensable, alors que Hegel, dans l'esthétique, il faut que toutes les œuvres puissent être susceptibles d'un logos. Bon. Que dire quand vous sortez d'un concert de musique contemporaine de la Villette? Hein? Comment voulez-vous doubler ça d'un discours? D'ailleurs, on le constate bien quand on sort du cinéma. Hein? Ce qu'on dit, c'est pas, hein, ça m'a plu, c'est pas mal, ça m'a pas plu, il joue pas bien, c'est trop long, une demi-heure de trop, bon, mais tout ça, ça touche pas l'essentiel. Hein. Bon, c'est très difficile d'approcher du logos, vous savez, très difficile. Bon, la philo, elle présupposait qu'on l'accrochait comme ça, facile, mais pas du tout. Bon, ça c'était ça c'est l'axiome grec.
il n'y a pas un point de ce qui est, il n'y a pas un point de la nature auquel on ne puisse accrocher du logos. Donc, tout se laisse dire, bon. Mais quand on est sur un divan d'analyste, il y a des tas de choses qui ne se laissent pas dire, hein. Oh là là, et pas volontiers, et pas dire du tout. Bon. Et puis enfin, il y a un dernier point, qui est aspirer à l'autonomie. Bon. Il n'y a pas d'autonomie. Rien n'est autonome. Aujourd'hui, on le sait un peu plus avec la question des réseaux, mais il y a toujours une fantasmatique du réseau total qui est autonome, c'est-à-dire qui est sans dehors. Bon, mais nous sommes obligés, si on ne veut pas retomber dans l'entendement spéculatif, nous sommes obligés de consentir à du dehors. Mais pour, et là Foucault a raison, avec Blanchot, pour avoir accès au dehors qui n'est pas celui d'un dehors entre deux choses, hein, bon, le dehors il n'est pas entre le dedans et le dehors, hein, il n'y a rien entre le dedans et le dehors. Hein, il n'y a pas une frontière, ici c'est le dedans, on passe la frontière, et au-delà de la frontière c'est le dehors. Bon, pour avoir accès au dehors, il faut mener une action de transgression. Et j'aurai un peu à parler de ça, parce que ça m'intéresse. Bon, autrement dit, s'il n'y a pas quelque chose comme une transgression, c'est-à-dire un crime, hein, ou quelque chose comme ça, le dehors n'est pas le vrai dehors. Bon, alors il y a la folie, le crime, l'outrage, bon, peut-être d'autres choses encore, mais c'est pas une chose tendre, hein, c'est une chose cruelle, c'est une chose de la vie, ça, une chose de la vie. Bon, alors trois choses sont encore à clarifier. Bon, mais je dirais que avant d'y passer, j'ajouterai ceci, c'est que un recommencement, un redépart de Husserl est imprévisible, mais jamais impossible. Autrement dit, peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, il y aura à nouveau un philosophe qui va renouveler l'espèce de fascination pour le spéculatif, c'est-à-dire ce qui n'a pas besoin d'autre chose que de lui-même pour se suffire. Il sera un petit peu plus difficile parce que nous sommes en train de perdre un peu l'idée de Dieu, car Dieu jouissait plutôt de ce statut-là. Bon, le spéculatif, c'est quand même une laïcisation de la vie divine. Hein. Bon, quand même. Bon, alors, mais ce qu'il faut entretenir, évidemment, en permanence, c'est la critique de ce qui vient paralyser la vie. Bon, et la vie, et là je retrouve évidemment à la fois Bergson et Spinoza. Bergson, c'est un philosophe de la vie. Bon. La vie dans tous les sens. Aussi bien la vie de la nature que la vie dans les organismes. Bon. Mais ce qui l'occupe, c'est à la fois leur fécondité à ces organismes, et puis la façon que, pour les organismes que nous sommes nous, de pouvoir être accessible à ce qui est vraiment le temps, c'est-à-dire à ce qui est la durée, à savoir la création perpétuelle. Il ne faut pas oublier que Bergson, c'est un penseur de la création continue. Bon, la création continue comme Descartes d'une certaine façon, puisque la durée est qualifiée d'hétérogénèse, c'est-à-dire elle engendre de l'autre en permanence. Bon, et la durée, c'est le vrai temps, ce qu'on appelle le temps dans la vie ordinaire, c'est généralement de l'espace. On a simplement décalé d'un cran. Bon,
Alors, mais non seulement Bergson est en permanence un penseur qui juge que tout ce qui est une expression de la vie, mais Spinoza, quand il dit de la substance qu'elle s'exprime en une infinité d'attributs qui eux-mêmes s'expriment en une infinité de modes, fait de la substance, alors non pas un principe vital et vitaliste, on l'a un peu reproché ça à Deleuze, mais que la substance qui n'est rien, elle n'existe pas. Elle est la puissance, c'est pas un étang, hein, la substance de Spinoza, c'est la puissance permanente de, je dirais, faire jaillir des modes qui ne se détruisent pas les uns les autres, et quand ils se détruisent, c'est pas grave. Par exemple, à l'opposé des peintres, comment il s'appelait celui-là, qui chaque fois qu'il avait peint un tableau, on n'était jamais content, et dès qu'il pouvait en vendre un, il se précipitait pour barbouiller ceux dont il n'était pas content, pour recommencer. Comment il s'appelle? C'est pas Kokoschka, mais c'est de cette période, cette période-là. Ah oui, ça c'est fascinant. Il lui arrivait quand il avait 3 sous de racheter un tableau pour le repasser au rouge ou au blanc. Bon, mais ça vous dit rien ça? Ah si. C'était bon. Picasso pas du tout. Picasso, il laisse se multiplier les œuvres les unes à côté des autres. Et c'est un spinoziste. Hein. Bon, pour moi, j'ai fait un truc qui m'a amusé. Le portrait de Picasso par Spinoza. Bon, c'est-à-dire que les modes spinozistes ne se nuisent pas les uns aux autres. Le contraire d'un oxymandre. Le contraire d'un oxymandre. Les vivants, les étangs, pour le tort qu'ils se font les uns aux autres, doivent payer tribut et justice, et réparer la justice qu'ils sont d'exister. Bon, puisqu'ils occupent une place. Bon. Eh bien, là, Picasso est tout à fait génial. Il fait une œuvre, puis il en fait une autre à côté, puis une autre à côté, puis 30 000 comme ça. Et la coexistence, c'est l'éthique de Spinoza. C'est la véritable transposition. Bon, aujourd'hui, si on me demandait quelle est la version moderne de l'éthique, je dirais l'œuvre de Picasso. Bon, parce que elle est imprévisible, elle contient ses répétitions, elle est aboutie, elle est inaboutie, les deux en même temps. Bref, on peut continuer. Alors, il reste 3 choses à clarifier, parce que l'heure va venir. Tiens, la montre est repartie, elle remarque la pendule. Bon. Alors, il y a 3 choses que nous allons encore clarifier. C'est ceux qui transitent de la philo, l'ancienne philo spéculative, vers le tel quel du monde. Moi j'insiste sur le tel quel, hein, à savoir un avion s'est écrasé, l'accident aurait pu être évité, ça ne veut rien dire. C'est un temps qui ne veut rien dire. Hein. Il aurait pu éviter de se faire écraser. Non, il s'est fait écraser. Bon, c'est tout. Bon, et j'appelle ça le tel quel, y compris les accidents. Y compris des accidents mortels. Il n'y a pas. Bon, comment ce temps verbal, je le déteste. À savoir, il n'aurait pas fallu faire ça. Bah oui, mais c'est fait. Les Anglais appellent ça ne pas pleurer sur le lait renversé, non? C'est vrai, c'est fait. Bon, je suis énervé quand il faut prendre les conséquences. Vous savez, en famille. On t'aurait pas dû. Bah oui, c'est fait. Bon. Non, maintenant que c'est fait, on part. Bon, il y a ça. Et il y a une formidable énergie. Le spéculatif contient une formidable énergie qui se libère, par exemple, grâce à Nietzsche, ou grâce à Marx et à la Révolution, hein, évidemment. Formidable énergie. Bon. Le entre, il ne s'agit plus de le franchir, mais alors de le faire dépérir. Parce que le détruire, c'est beau, mais c'est une phrase. Comment faire dépérir le entre?
c'est dans le fond ce que je me poserais bien comme question. Comment c'est très difficile de ne pas alimenter. Quand on dit on est entre nous, le mot entre, il est d'emploi constant. Bon. Mais je ne sais pas, par exemple, si dans la Trinité, il y a du entre. Dans la Trinité, hein, là où nous ne sommes pas. Bon, les personnes de la Trinité sont trois en une. Bon. Et la personne du Christ représente une anomalie qui est une union en lui, une union sans confusion, c'est-à-dire que c'est un, mais c'est pas confus, donc c'est le problème que je pose là, l'un sans confusion de Dieu et de l'homme. Donc il n'y a pas une partie homme, une partie Dieu, ça ce serait. Il est intégralement, c'est pas mi-homme mi-Dieu, il est intégralement, mais il y a une union sans confusion. Comment les pères d'église ont. Je dois ça à Marie Mondzin qui m'en a souvent parlé. Bon. Et alors, ceux qui restent de l'ancien entendement, parce que c'est celui qui reste quand même, hein, ce qui reste de l'ancien spéculatif, il faut le tourner pour le faire servir à penser l'événement qui est la façon dont aujourd'hui il y a une nouvelle façon d'exister sous le nom d'événement. Événement est le nom d'exister pour pas mal de philosophes des années 60. L'événement. Bon, un événement ça arrive, ça n'existe pas. Bon, alors je ne vais pas commencer quelque chose. Ce que je devrais commencer, c'est le programme de la séance. Alors, on en est loin, hein. Bon, mais enfin, je vais pas. Il y a une chose que je voulais simplement ajouter, parce que je vous disais que l'entendement, il touche beaucoup de choses, mais je voulais vous dire quelque chose sur l'existence. Parce que, de me dire, c'est pas très. Ce que ça veut dire. Hein? Bon. Donc, la prochaine fois, voilà, exister, je vous disais que c'est être un philosophe, c'est effectivement inventer une nouvelle façon d'exister. Bon, avec Nietzsche, la nouvelle façon d'exister, c'est être plus intense. Bon, être plus intense, c'est-à-dire l'intensité, c'est l'aggravation des différences dans la plus grande proximité. Les différences sont d'autant plus grandes qu'elles sont plus rapprochées. Donc elles sont très proches. Quand deux différences sont très proches et très différentes, c'est très intense. La situation est intense. Bon. Et l'intensité est un mode de l'exister, c'est-à-dire, bon, la différence en est un, mais ce qui m'intéresse, c'est des différences très proches et très, comment je dirais, très marquées, très opposées. Bon, bien plus que l'homme et la femme, ça c'est encore trop symétrique. Hein. Bon, et là, on voit bien qu'il n'y a plus assez d'intensité, mais dans la femme ou dans l'homme, il peut y avoir de l'intensité si les différences sont très proches, très proches. Bon, si elles sont très éloignées, c'est bon. Aristote, qui n'était pas très intense, hein, lui. Bon, il mettait les contraires très loin l'un de l'autre. Ben alors, et puis au milieu, il y avait le milieu. Bon, il aurait fallu que Héraclite est intense. Héraclite est très intense, parce qu'il fait quasiment se toucher les différences. Hein. Bon, alors, exister, je veux simplement, parce que c'est difficile, ce sont des mots que Pascal me dirait, vous perdez votre temps, parce que vous êtes dans la langue ordinaire, et tout le monde comprend. Et par conséquent, vous perdez votre temps et vous gâchez le métier. Mais enfin, tant pis.
Bon, alors je dirais ceci, dans sa neutralité, de façon sans malice, c'est être donné dans les coordonnées spatio-temporelles. C'est être visible et montrable avec une certaine évidence. C'est résister et consister. C'est être doté d'une certaine durée. C'est pas comme ça. Bon. C'est être autonome, séparé, indépendant. Exister, hein. C'est ne pas prêter à discussion interminable. Bon. Est-ce que Dieu existe ou pas, de discussion interminable, laissez tomber. Hein. Comme disait Protagoras, les dieux sont loin, le temps est court, laissez tomber. Bon. Je trouve ça très drôle, moi. Bon. Ils sont drôles, ces sophistes, parce que c'est bref, au moins. Bon. Alors, ne pas présenter de conformation contradictoire. Par exemple, le centaure. Les oiseaux du ciel existent, les centaures n'existent pas. Au sens banal d'exister. Donc ici, j'ai rassemblé quelques-uns des sens les plus ordinaires pour proposer un sens qui n'est pas lui tout à fait ordinaire, qui est que les contemporains, c'est-à-dire depuis 60, ont inventé comme mode de l'exister devenir plus intense. Bon. On repartira de là, si vous voulez bien, dans 3 semaines, hein, le 4 mai. Là, j'espère que ce sera vraiment le printemps. Voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes vacances d'ici là.